Ensuite, j'ai entendu dire que les gens nous accusaient, c'est quand la fin de notre exil. Je rentrerai en Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. Je vous l'ai dit, les grands hommes, tous ont connu l'exil, à commencer par les prophètes. Jésus, Mahomet ont tous connu l'exil. Je suis à mon 3e exil. Et je sais que je rentrerai tôt ou tard dans mon pays grâce à Dieu. C'est pourquoi je vois beaucoup de personnes bavarder. Oui, on veut réconcilier Guillaume, on veut faire ceci. Je ne suis pas contre la réconciliation. Je suis pour la réconciliation. Je suis un homme de réconciliation. J'ai fait beaucoup de négociations. Je suis allé de Marcoussis à Accra, Pretoria, Ouagadougou, Lomé, pour rechercher la paix pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas être contre la réconciliation. Mais il faut une réconciliation sincère. Quelle est cette réconciliation qu'on nous propose? Lorsque on prétend me condamner à perpétuité, 20 ans, pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Je rigole. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes qu'il considère que je l'ai aidé, cette maison-là, c'est autant de Gbagbo que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit, le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédier logeait. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. Je dis que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis
d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Et celui qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RHDP unifié. Et sacrilège, j'ai osé aller parler avec Bédié. Si cette maison peut lui faire du bien, qu'il la prenne. Moi, mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. J'aurais toujours une case pour dormir. Mais je vous fais remarquer que ce n'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein? C'est Alassane. On me dit, Monsieur Soro, oui, vous avez insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah bon? J'ai été impoli à Alassane, j'ai mal parlé à Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité, qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement. Donc, qu'est-ce que Gbagbo aurait dû me faire alors? Lui contre qui on a pris les armes. Vous savez, je vais vous parler du pardon. Le pardon est divin. Il est hautement spirituel. Moi où je suis, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du tort. Tous ceux qui se sont battus pour qu'on m'exile. Tous ceux qui ont monté des petits complots pour qu'on me tue. Tous ceux qui ont envoyé des policiers dans mes chambres d'hôtel pour m'arrêter. Tous ceux qui, par la haine, ont pris mes amis, mes compagnons pour les mettre en prison, prendre mes jeunes frères qui n'ont rien à voir avec la politique, les mettre en prison. Je leur pardonne. Je n'en veux pas à Alassane. C'est son pouvoir. Je ne lui en veux pas. Mais voyez-vous, ce qui différencie les hommes, les grands hommes d'État, les grands hommes politiques, c'est leur capacité à dépasser la haine et à pardonner. Je vais vous donner 3 exemples. Quand nous étions allés à Lomé pour les négociations avec le président d'alors, Feu Étienne Gnassingbé Eyadema, vous pourrez demander à ma délégation. Il nous racontait une anecdote. Tout le monde disait que Eyadema est un dictateur, il est tout ce que vous voulez. Même M. Eyadema décrit comme dictateur. Il nous racontait une histoire, une anecdote. Il dit un jour que lorsqu'il passait les troupes, qu'il faisait la revue des troupes militaires, un soldat s'est décalé et l'a fusillé. La balle a effleuré son doigt, a ricoché. Et sa garde
voulait automatiquement réagir et exécuter le soldat qui a fait le tir mortel contre lui. Et Yadema de nous dit non. Je leur ai dit non, 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 ne le tuez pas. Prenez-le. On va savoir qui est derrière lui. Et quelques jours après, il a fait venir le soldat chez lui à la maison. Et il lui a dit, mais je vais te radier de l'armée. Tu sais pourquoi je vais te radier de l'armée? Parce que tu es un mauvais tireur. Comment as-tu pu tirer sur moi à une telle distance et tu m'as raté? Et Yadema ne l'a pas radié parce qu'il a tiré sur lui, mais parce qu'il est mauvais tireur. Il dit, mais tu as fait ta formation où? Et puis tu tires mal. Tu gâtes le nom de l'armée togolaise. Vous voyez comment c'est beau, le pardon. Il dit quelques mois après, il a fait venir le soldat et sa famille. Non seulement il lui a pardonné, on l'a repris dans l'armée, et ce soldat-là, il lui a même fait le privilège de le mettre dans sa garde rapprochée. Et il m'a dit, mon fils, Guillaume, il n'y avait pas plus loyal et fidèle que celui-là, celui qui a tenté de me tuer. Moi, Alassane dit, ou du moins ses proches disent, qu'eux, ils sont allés dormir. Ils ont rêvé, et dans leur rêve-là, ils ont découvert que moi, dans ma tête, il y a un coup d'État, c'est pourquoi il faut qu'on me condamne à perpétuité. Voilà. Mais, prenons un autre exemple. Le pape Jean-Paul II. Quand on parle du pardon, le pape Jean-Paul II a reçu des balles de Ali Aksa, un Turc. C'est-à-dire, quand on est un grand homme, quand on aspire à diriger les hommes, il faut avoir une grande capacité de pardon, d'élévation spirituelle. Le pape Jean-Paul II, après sa convalescence, a reçu Ali Aksa. Il n'a pas fait que le recevoir et lui pardonner. Il a même prié pour lui. C'est ça, le pardon. Mais je continue. Nelson Mandela dont on parle. J'ai apprécié une phrase magnifique, sublime, et une phrase pleine d'enseignements pour les hommes politiques africains de ces dernières générations. Le jour où on a libéré Nelson Mandela de prison, un journaliste quelque peu audacieux lui a posé la question, mais monsieur Mandela, vous venez de passer 27 ans en prison. Quels sont vos sentiments pour vos geôliers? Écoutez la réponse extraordinaire, spirituelle de Nelson Mandela. C'est là qu'on reconnaît les grands hommes. Il dit, du moment et à l'instant où j'ai mis le pied hors de cette prison, je ne considère plus mes geôliers comme mes ennemis. Je leur ai pardonné. Et Mandela est resté un grand homme. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, sans le pardon, la Côte d'Ivoire ne pourra pas se sortir des difficultés actuelles. Mon écouteur ne marche plus. Ne pourra pas se sortir des difficultés actuelles. Et cet enseignement sur le pardon, je l'ai appris
en lisant la vie autobiographique de ces grands hommes. Quand moi j'étais étudiant, j'étais syndicaliste, j'ai lu la biographie depuis Luthier jusqu'à Lénine et voilà. Certains me découvriront. Mais moi, le pardon, je vais vous dire en quoi le pardon est fondamental dans la résurrection de la Côte d'Ivoire. Ils sont vivants. Le général Ouassena Koné m'a arrêté 2 fois. Quand il était ministre, dans sa fonction de ministre de la Sécurité. Il n'est pas Boussoumani, hein? C'est un Tagbana. Moi, je suis Nyarafolo. On est tous sénoufos. Il m'a arrêté 2 fois. Mais quand je suis devenu Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, vous savez qui était mon meilleur conseiller politique? C'est le général Ouassena Gaston Koné. Il n'y avait même pas de pardon entre nous, puisque je savais bien. Moi, je suis son fils. Mon père et lui se connaissaient, mais ça ne l'empêchait pas de m'arrêter. Gaston Ouassena Koné, quand moi je vais à Katiola, c'est chez lui que je dors. C'est chez lui que je dors. Vous ne trouvez pas que c'est beau? Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Je vais vous donner un deuxième exemple. En ce qui me concerne, et je peux en donner plusieurs. Vous avez suivi l'épisode aussi où le remplaçant de Ouassena Koné s'appelait Koné Dibona Marcel, ancien préfet, qui a été nommé ministre de la Sécurité. Il m'a arrêté. Une fois, il a dit aux journalistes, allez dire à Guillaume Soro que je le cherche. Moi aussi, bon, vous me connaissez, j'ai dit, bon, dites-lui aussi que je le cherche. Et il m'a arrêté. Quand il m'a arrêté, il m'a envoyé en prison. D'abord, je suis allé, on m'a gardé, c'est la sûreté, non, la préfecture de police, en prison là-bas. Ensuite, on m'a envoyé au 5e cabinet, c'était le juge Danyogo Ngolo, qui m'a mis en instruction. On m'a envoyé dans les cellules et on m'a conduit à la Maca. Je suis allé retrouver là-bas mes amis qui m'attendaient au frais là-bas. Hein, je crois qu'il y avait Damana Picasse, il y avait Blé Goudé, il y avait Goré Sylvanus, on était 27 dans la cellule. Je dis bien, le ministre Marcel Dibona Koné, paix à son âme. Mais il m'a arrêté quand j'étais étudiant. Quand je suis devenu Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, pourquoi vouliez-vous que je me venge de lui? Je l'ai même reçu, on a bien causé. Il m'a dit qu'il voulait une voiture, je lui ai donné. Mais je n'ai pas fait seulement que lui donner voiture. J'ai pris son fils, Koné Dibona, pour mettre dans mon protocole. Le voilà, il peut témoigner. Mais moi, on dit que parce que j'ai mal parlé au président Ouattara, je mérite qu'on me coupe la tête. C'est ça le pardon. C'est ça le pardon. Avoir la capacité de s'élever. J'aurais pu dire que Ouassena m'a arrêté, Koné Dibona Marcel m'a arrêté, mais son fils est dans mon protocole. Il travaille avec moi. Nous sommes des Ivoiriens. On se doit le pardon mutuel. Pourquoi aller de vengeance en vengeance, de vengeance en vengeance? Vengeance, revanche. Revanche, vengeance. Pourquoi? Pardonnons-nous. Même si moi j'ai fait quelque chose de mal à Alassane, il peut pardonner. Le dernier
Exemple que je vais donner. On a tiré sur mon avion. Alassane dit on a voulu faire tentative de coup d'État contre lui. Moi là, on n'a pas fait tentative de coup d'État contre moi. Hein. On a tiré sur l'avion, il y a eu 4 morts. Est-ce que vous m'avez entendu que je poursuis quelqu'un là-bas? Quand les gens ont voulu parler, j'ai dit non, laissez, ça c'est mon attentat. Mais je connais ceux qui ont tiré sur mon avion. Quand j'ai vu Gbagbo, je lui ai dit c'est pas toi. Je connais ceux qui ont tiré. Parce que j'ai fait faire des enquêtes. Je sais, ils sont vivants. Ils vivent en Côte d'Ivoire. Et pour certains, ils sont encore dans l'armée. Qui ont organisé et qui ont tiré sur mon avion pour me tuer. J'ai pardonné. J'ai laissé tomber. J'ai dit, bon, si Dieu m'a sorti de l'avion vivant, pourquoi tu veux que j'aille encore faire des histoires? C'est ça la réconciliation. C'est ça le pardon. Et c'est dommage parce que vous savez, la dévotion que j'ai eue pour Alassane Ouattara, parce que j'ai consacré ma vie, une partie en tout cas de ma vie, parce que j'ai cru fondamentalement à Alassane Ouattara. Malheureusement, bon, pourquoi n'y a-t-il personne pour lui dire, président, ce que tu fais, c'est pas bon. Ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. Quand tu dis ça, on dit tu es contre Alassane. Quand j'ai dit que le RHDP, ça ne marchera pas, je suis allé le dire au siège du RDR. Je l'ai dit en privé à Alassane lui-même. Je l'ai dit du haut de la tribune de l'Assemblée. Le RHDP unifié que vous voulez faire va ramener les troubles dans le pays. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a ramené la paix en Côte d'Ivoire? Ça a ramené encore l'ivoirité. Ça a crispé encore les gens. Et on va dans les mosquées, dans les villages, pour dire aux gens, Guillaume Soro veut donner le pouvoir du Nord au Baoulé, à Bédié. Donc, moi, pouvoir là, je ne connais pas aussi. Ah non, si le pouvoir revient aux Bousmani, les Bousmani vont nous tuer. Arrêtez ce discours, il est dangereux. Pourquoi les Bousmani vont nous tuer? Moi là, pourquoi Bédié va me tuer? Je lui ai fait quoi? J'ai fait toutes les grèves qu'il fallait sous Bédié. Est-ce qu'il m'a tué? Pourquoi c'est maintenant qu'il va me tuer? J'ai dit, j'ai fait toutes les grèves sous Bédié là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Pourquoi c'est aujourd'hui, en 2022 là, bientôt là, qu'il va me tuer? J'ai pris les armes contre Laurent Gbagbo là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Pourquoi c'est maintenant que Gbagbo va me tuer? Arrêtons de mentir et de monter les populations ivoiriennes les unes contre les autres. Pourquoi? Il va me tuer. Moi, simplement, je sais que j'ai connu plusieurs présidents. J'ai connu Oufoué. Je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Mais je l'ai vu à la télévision. J'étais trop jeune. Bédié, je l'ai vu vis-à-vis. Gbagbo, je l'ai vu vis-à-vis. Alassane Ouattara, je l'ai vu vis-à-vis. Parmi les trois là, que j'ai connus vis-à-vis là, le seul qui m'a donné perpétuité là, s'appelle Alassane. De mentir. De mentir que Bédié m'a donné perpétuité. De mentir que Gbagbo m'a donné perpétuité. Il ne peut pas mentir. Je ne peux pas mentir.
Le seul qui m'a... C'est pourquoi il y a un vieillard un jour qui me disait, il dit, Guillaume, fais attention à tes amis, à ceux que tu dis, frère, c'est eux qui peuvent te poignarder. Ce ne sont pas tes ennemis, parce que tu les connais et tu les tiens à distance. Moi, je n'ai jamais imaginé que c'est sous Ouattara, quand on allait dire que Guillaume est rebelle, ceux même qui écrivent sur les réseaux sociaux, rebelle, ce sont mes frères du Nord. Ce sont mes frères du Nord qui écrivent. Ceux qui veulent, mes frères du Nord, mes frères, que je dis mes frères du Nord, on est du Nord, tous ensemble. Ils veulent que je devienne pauvre. On bloque mes comptes partout. On m'arrache tous mes biens. On me fait 20 ans de prison, 20 ans de perpétuité. Donc, on veut en fait que je meure. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, ceux qui veulent le plus ma mort, c'est pas Bédié. C'est même pas Babo. Ils sont... Si moi, le 8 février 2019, je n'avais pas démissionné de l'Assemblée nationale, je touche du bois. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais 3 mètres sous terre. Il y a certains qui auraient préféré être en exil comme moi pour ne pas être 3 mètres sous terre. Je suis parti parce que c'était devenu trop malsain, c'était devenu trop vilain, c'était devenu trop méchant. C'était devenu trop méchant. C'était devenu la haine entre nous. Pourtant, qui étions des amis, des frères, des gens. Vous savez, je suis allé dans le Djimini. Ali Koulibaly, que je connais là, qui, quand j'étais Premier ministre, est venu se plaindre chez moi, que j'ai pris comme conseiller pour lui donner ne serait-ce que de l'argent pour manger par mois, avec sa famille. Ça m'a fait mal, hein. Je suis allé dans le Djimini, j'ai dit, donne-moi ta maison, je vais dormir. Il a fui. Et c'est ça, la fraternité. Et moi, on veut venir me convaincre que c'est Bédié qui est contre moi, ou que c'est Alassane qui est contre moi, et que c'est Gbagbo qui est contre moi. Non, je ne suis pas dans ce discours de dire que les nordistes doivent détester les Bousmani et que les Bousmani doivent détester les nordistes. Non, c'est comme ça que ce discours a commencé. Au Rwanda, on dit les Tutsis veulent tuer les Hutus veulent tuer les Tutsis. Ça donnait 1 million de morts. Arrêtons ça. Nous sommes tous frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous devons cultiver l'amour, la fraternité. Alors, il y a eu une autre question sur laquelle je m'en voudrais de ne pas revenir.